Donc aujourd'hui, je vous présente la méthode de validation pour les aidants. Alors l'approche de Naomi Feil a cette particularité qu'elle s'enseigne comme elle se pratique auprès des personnes âgées, auprès des résidents, mais aussi elle se décline facilement pour les aidants. C'est-à-dire que, en fait, les principes sont les mêmes, quel que soit l'endroit d'où l'on se place. Et c'est pour ça que je continue aussi à parler de chemin parce que nous allons aussi cheminer et nous placer de différents points de vue pendant toute cette présentation. Alors, les bases de l'approche, elles sont communes à tous, que ce soit donc des aidants, des personnes âgées, l'enseignement, transmettre. Il s'agit de construire la confiance. Oui, construire une relation de confiance, c'est indispensable dans toute situation. L'être humain est un être qui a besoin de se sentir en sécurité. Si la confiance n'est pas là, il n'y a pas de sécurité. Et la sécurité, elle va avec le sentiment de enfin, se sentir aimé. Mais quand on dit je suis aimé, ça veut dire j'ai de la valeur en fait. Vous verrez que nous reviendrons aussi beaucoup sur cette notion de valeur. J'ai de la valeur suffisamment pour qu'on fasse attention à moi. Et ce, on en a besoin du premier jour de notre vie jusqu'au dernier. Et dans toutes les positions et rôles que nous aurons dans notre vie, au cours de notre vie, cette sécurité, elle nous est indispensable. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec ça, mais voilà, je vous propose, on avance. La deuxième chose, la deuxième base de cette approche de la validation, c'est que pour entrer en relation, il s'agit de se rejoindre. Donc, rejoindre l'autre, en tout cas, la relation, ça se passe à deux, on va le voir un peu plus loin. Et rejoindre l'autre, c'est lui dire aussi qu'il a une identité. C'est ça le sentiment d'être reconnu. Se sentir reconnu, c'est aussi ce qui participe à ce qu'on appelle, que vous connaissez sans doute tous bien, le sentiment d'appartenance. Eh bien oui, nous vivons certes avec une personne, mais aussi avec des personnes. Nous vivons en société et cette société, eh bien, on a besoin d'y avoir une place. Et c'est effectivement quelque chose de très important. Donc, les bases de l'approche, en fait, ben, elles se font sur quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Donc, d'abord, le besoin de sécurité, sentiment. Vous savez que être en sécurité ne veut pas dire qu'on se sente en sécurité. Avoir une place dans cette relation, mais aussi dans cette société, faire partie d'eux. Et enfin, pouvoir avoir une parole, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer. Exprimer ses émotions, mais pas que. S'exprimer tout court, les émotions étant ce qui fait que l'être vivant est un être vivant. Voilà. Donc, permettre l'expression des émotions, c'est permettre surtout l'expression. Et ben, quand on s'exprime, ce qui est nécessaire, c'est de se sentir entendu parce que crier dans le désert, c'est pas facile. Et plus on se sent dans le désert et plus on va crier fort. Donc, il est important à un moment donné d'entendre l'autre qui s'exprime pour qu'il puisse simplement savoir qu'il est vivant et qu'il existe. Voilà, j'espère que pour l'instant, vous me suivez, que nous cheminons toujours ensemble. Donc, ces bases de l'approche de Naomi Feil, et c'est vraiment ce qui doit être au cœur de notre cheminement, c'est bien sécurité, reconnaissance et se sentir entendu, vivant. J'ai coutume de dire que la méthode de validation, si je pouvais la résumer, aujourd'hui, avec le recul et depuis 1991, je pense que c'est accompagner une personne pour pouvoir se sentir en vie jusqu'à son dernier souffle, c'est-à-dire pouvoir mourir vivant. C'est bizarre comme expression, mais en tout cas, c'est comme ça que je pourrais résumer cette approche. Naomi Feil est née en 1932 à Munich. Pourquoi je précise ça? Et vous voyez que la phrase suivante, c'est qu'elle a émigré aux États-Unis en 1936 et est entrée en maison de retraite à 4 ans. Oui, Naomi Feil, enfin la famille de Naomi Feil était juive. Avec la montée du nazisme en 1936 en Allemagne, et bien déjà même avant, puisque son père a quitté l'Allemagne en 1935 pour aller chercher du travail aux États-Unis. Et il a fait venir toute sa famille, enfin une partie de sa famille, dont Naomi, pour les rejoindre aux États-Unis. Le père de Naomi Feil était psychologue et il était directeur d'un orphelinat à Munich. Et quand il a quitté l'Allemagne pour aller aux États-Unis, il a pris la direction d'une fondation qui accueillait des gens qui n'étaient plus tout jeunes. C'était une fondation, donc c'était une maison de retraite, mais
on remet les choses à leur date, 1935, une maison de retraite qui accueillait, comme eux, des personnes qui avaient autour de 60 ans et qui fuyaient aussi la montée du fascisme en Europe, fascisme et nazisme. Voilà. Donc, elle s'est retrouvée avec beaucoup de personnes qui étaient bien plus âgées qu'elle, beaucoup de grands-parents, comme je dis souvent. Et c'est là qu'elle a suivi ces personnes. Elle a décidé de faire, à 18 ans, de partir faire ses études de psychologue, elle aussi, à New York. Et elle a choisi la psychologie sociale, qui n'existait pas encore en France quand elle a commencé ses études. C'est une des branches de la psychologie, enfin des études de l'université. Il y a psychologue clinicien, neuropsychologue et la psychologie sociale qui arrivait après-guerre en France. Et donc, elle a choisi, elle, de faire ça aux États-Unis. Après s'être mariée, avoir travaillé à New York, elle a divorcé, elle est partie, elle est retournée vivre dans la maison de retraite dans laquelle elle avait grandi. Donc, elle a retrouvé là des gens qui avaient, comme elle, vieilli, mais en partant de 60 ans, quand on rajoute 20 ans, ça fait pas la même chose que quand on rajoute 20 ans à 4 ans. Voilà, ou qu'on rajoute, en l'occurrence, 26 ans à 4 ans et 26 ans à 60, ça fait pas tout à fait la même chose. Et là, eh bien, elle a essayé d'appliquer ce qu'elle avait appris à l'université et elle s'est très vite aperçue que ce qui était très à la mode à l'époque aux États-Unis, qui était la réorientation dans la réalité, c'était une époque, alors ça c'est mon côté kiné qui va le dire, c'était une époque où on pensait que la mémoire fonctionnait comme un muscle et qu'il fallait surtout, on n'en est pas toujours parti aujourd'hui, qu'il fallait surtout l'entraîner vraiment beaucoup, la faire marcher pour qu'elle reste la mémoire. Et donc, ce qui était facile, c'était que justement, plus on l'entraînait, plus on faisait de l'entraînement de mémoire et plus on allait la garder. Mais Naomi Feil, en faisant ça, donc elle réorientait les gens dans la réalité, elle faisait des groupes de parole et elle s'est aperçue qu'en fait, elle ne faisait que faire monter le stress de ces personnes, que faire monter la colère aussi. Par exemple, quand une vieille personne lui disait, il faut que j'aille voir maman, il faut que j'aille retrouver mes parents et qu'elle répondait, mais enfin, madame, vous avez quel âge et vos parents, ils auraient quel âge? Et elle s'apercevait que à ce moment-là, soit elle avait une dame en face d'elle qui disait, mais comment ça, ne me dites quand même pas que c'est vraiment pas gentil ce que vous êtes en train de me dire. Elle est pas morte, ma maman. C'est pas parce que c'est ma maman, pas la vôtre. Et en fait, Naomi disait, mais c'était compliqué, quoi. Et elle s'est aussi dit, mais et s'ils avaient raison? Donc, son constat, ça a été que d'aider ces vieux à affronter la réalité, ces vieux, comme elle les appelait, et elle parlait de désorientation, eh bien, elle s'est aperçue que pour eux, d'affronter la réalité, c'était pas, ça fonctionnait pas, et qu'il fallait peut-être trouver une autre voie. Et donc, c'est ainsi qu'elle s'est posé plein de questions. Elle a appris de ses erreurs. Donc, une des erreurs, c'était ce que je vous ai dit là, elle réorientait les gens. Et puis, elle a observé les réactions. Quand elle disait aussi à Madame Gogolic, mais attendez, je vais vous mettre une attache parce que sinon vous risquez de tomber. Et que Madame Gogolic se mettait à crier, non, 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 surtout pas, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je disais, mais pourtant, moi, j'ai pas envie qu'elle tombe, qu'elle se fasse mal. Et puis, elle avait ce diagnostic de démence qui flottait à l'époque. Aujourd'hui, on parle de maladie d'Alzheimer. À l'époque, on parlait de démence. En plus, on parlait de démence sénile. Donc, ça faisait la folie du vieux, en fait, puisque c'est ça ce que ça veut dire. Un sénile, ça ne veut que dire vieux. Et démence, ça veut dire sans esprit. Et Naomi Feil, elle disait, mais ce qu'ils me disent, c'est pas dénué de sens. Alors, est-ce qu'ils sont déments ou est-ce que peut-être il y a des choses qui ont changé, qui font que, eh bien, ils ont perdu leur orientation? Et qu'est-ce qui peut avoir changé avec la vieillesse? Eh bien, c'est tout ce qui marche plus. Mais on a tendance à faire passer la vieillesse pour folle. C'est pas moi qui le dis, c'est un auteur très connu. Je crois que c'est Chateaubriand, il me semble bien, mais je suis pas sûre. Et donc, la vieillesse, on parle aujourd'hui d'agisme, est souvent disqualifiée. Cette disqualification, elle vient parce que peut-être, et c'est ce que propose aussi Naomi Feil, ben peut-être qu'on oriente un peu trop notre regard sur tout ce qui ne marche plus. Là encore, je suis kiné, on vient de voir les Jeux olympiques et paralympiques. Vous avez vu que si on se concentre sur tout ce qui fonctionne pas, ben, on n'aurait jamais des champions paralympiques.
Par contre, si on s'appuie sur tout ce qui fonctionne, alors peut-être qu'on peut aller vers autre chose. Et Naomi Feil a proposé ça par rapport à la vieillesse. Ok, ils ont des pertes. Être vieux, c'est perdre, mais peut-être qu'être vieux, c'est aussi gagner. Et du coup, elle nous propose de plutôt aller valoriser ce qu'ils ont gagné. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est vieux? Alors là aussi, elle a observé, elle s'est aperçue que ces vieux qui semblaient perdre la tête, ben, ils étaient tout le temps, en tout cas, dans leur tête, à aller dans leur imaginaire et retourner dans leurs souvenirs. C'est comme ça qu'elle a parlé de fantasy therapy. Alors, on a une dame qui vient d'Angleterre. Fantasy, c'est pas fantaisiste, comme on dit en français, mais c'est imaginer, imaginaire. Et Naomi Feil avait choisi d'abord de parler de fantasy therapy avant de parler de validation therapy. Et on va voir aussi que c'est un neuropsychologue qui a dit à Naomi en voyant un groupe de validation. Alors nous, on dit validation, c'est bien plat, validation. Mais qui lui a dit, oh, you are talking with those people, you are validating them. Vous parlez à ces gens et vous les reconnaissez, vous les validez. Et du coup, il lui a dit, mais pourquoi n'appelez-vous pas cette... je continue en français. Pourquoi n'appelez-vous pas votre approche validation therapy? Et là aussi, souvent, ça a été décrié parce que thérapie, quand on traduit en français, ça veut, on entend psychothérapeute. Alors non, on n'est pas psychothérapeute quand on utilise la validation. Therapy, ça veut juste dire soigner, prendre soin, avec tout ce qui contient le prendre soin. C'est pas, c'est encore une fois, si je reviens à l'anglais, c'est take care, c'est le care, c'est celui qui fait attention. Voilà, prendre soin, ça veut dire faire attention. Si on traduit littéralement take care, ça veut dire faire attention. Take care, ça donne toute cette dimension d'attention qui est dans la validation, dans cette méthode de validation, dans cette approche de Naomi Feil, et qui va nous servir beaucoup parce qu'il est beaucoup question d'attention, plus que de soin. C'est pour ça que ça, c'est possible pour les aidants aussi, les proches aidants. C'est prendre soin plutôt que euh, soigner, dans le sens guérir. Et du coup, eh bien, Naomi Feil en est arrivée à nous rappeler aussi, et on va explorer ça maintenant, nous proposer de changer de point de vue et nous rappeler que la vieillesse, c'est d'abord atteindre un moment bien précis dans sa vie, celui de la sagesse. Alors la sagesse, c'est pas facile. La sagesse, c'est pas facile parce qu'on entend sage celui qui ne bouge pas, qui est tranquille. Mais la sagesse des vieux, c'est pas ça. Elle réside dans l'expérience. Alors, je vous propose eh bien, de changer de point de vue avec elle et de voir comment elle s'y est prise pour nous amener là où nous sommes et vous amener là aujourd'hui. Il s'agit de communication. La méthode de validation, c'est une méthode de communication. C'est communiquer autrement avec une personne. Dans la communication, c'est le cœur de la relation. C'est ce qui fait vivre la relation. C'est entre deux personnes. Quand on est avec une autre personne, qu'on est en relation, même si on ne parle pas, on communique. Et ça va être très important. Parce que ce que l'on confond souvent, c'est justement communiquer et parler. Alors on est perdu quand il n'y a plus de parole. Et justement, Naomi Feil nous rappelle que communiquer, c'est d'abord être en présence. C'est être présent l'un à l'autre. Et que même sans parole, on peut être présent à l'autre. On va un peu plus loin. La communication, c'est quoi? C'est d'abord un émetteur. L'émetteur, il va encoder le message. Ben oui, c'est lui qui a le message et il a ses codes. Et c'est bien à l'intérieur de l'émetteur. Il y a un récepteur qui, lui, doit décoder le message, c'est-à-dire le comprendre, le recevoir, mais le comprendre. Et puis, il y a un message qui est cet entre-deux aussi, et qui est le contenu. Mais ce contenu, quel que soit l'état de l'émetteur, on va voir qu'il ne change pas. Tout ce qui va changer, c'est juste l'habillage. Si vous avez un haut-parleur chez vous et que vous allez donc émettre, je ne sais pas, vous passez une musique sur votre appareil qui va sortir par votre haut-parleur, eh bien la musique va bien passer. Par contre, si le haut-parleur est défectueux,
C'est sûr que ça va être un peu brouillé le message, mais le contenu du message ne va pas changer. Par contre, vous allez le recevoir aussi brouillé, avec tous ces nuages devant. Et c'est vrai aussi si le récepteur est bouché, que l'émetteur émet bien, eh ben le message il va passer correctement, sauf que il va être reçu différemment et il va pas être bien reçu au niveau du récepteur si celui-là est bouché. Donc, tout ça, c'est très objectif et c'est des objets. Maintenant, venons-en aux personnes. Démence et communication. Alors ça, c'est antinomique. On va commencer par le proche qui est aidé. On se place du côté du proche. Je vais dire un gros mot. Le vieux qui est atteint de démence. Le mari, la femme, la mère, le père désorienté. OK? La tante, l'oncle, enfin, vous prenez qui vous voulez. En tout cas, cette personne que nous allons accompagner, que nous allons aider. S'il est le récepteur, eh bien, on pourrait dire que par moment, et quand même, il nous apparaît comme sacrément bouché, hein. Parce que déjà, il n'est pas dans le même monde que nous. Il est dans sa réalité. Il voit des gens que je ne vois pas. Il parle, il entend des bruits que j'entends pas. Il fait à peu près ce qu'il veut. Mais pas que. C'est toujours le même que j'ai connu. Et pourtant, il est plus pareil. Il me paraît tellement loin alors que finalement, c'est avec lui que j'ai toujours vécu. Et ça, c'est lui qui est comme ça. Il semble ne pas comprendre, voire faire exprès de ne pas comprendre. OK? Il entend bien ce qu'il veut, il comprend bien ce qu'il veut. Il n'est plus raisonnable, c'est-à-dire accessible à la raison. On ne peut plus lui expliquer les choses. Donc je pense que là, ça, vous me suivez. Il refuse parfois aussi ce que nous voulons lui donner. Alors ça, c'est terrible parce qu'on est aidant, on veut l'aider et il veut pas. Et ça, c'est compliqué. Donc je suis en train de mettre les acteurs là sur scène, hein. On plante le décor et on met les personnages. Alors, quand ce proche atteint de démence est l'émetteur, alors lui, il émet aussi des messages. Alors là, c'est pas facile non plus. Parce qu'en fait, alors, je l'ai écrit gentiment là, mais ce qu'on voit la plupart du temps, c'est qu'il a des troubles du comportement. Il fait des choses qu'on ne comprend pas. Et du coup, on va dire que, eh ben, il a des troubles du comportement. Mais en fait, la réalité, c'est que nous sommes troublés par ce qu'il fait. Parce que c'est complètement décalé, parce qu'on peut repartir au début. Il est dans un monde qui est complètement autre. Il vit à la maison, maman vit à la maison et pourtant elle me demande tout le temps à rentrer chez elle. Quand même bizarre. Qu'est-ce que je fais moi en tant que fille? Et puis à 5 heures du soir, elle veut aller chercher les enfants à l'école, alors que je suis là et que j'ai plus 5 ans et j'ai pas besoin de sortir. Je suis plus à l'école. Et j'ai beau lui expliquer que les enfants, ils ont grandi et puis que maintenant, c'est des petits-enfants qu'elle a, voire des arrière-petits-enfants. Elle veut rien en savoir. Alors, comment est-ce qu'on fait? Et du coup, les dents, émetteurs ou récepteurs de dans cette relation avec cette personne atteinte de démence, eh bien, peut se sentir en échec. Alors, on va passer de l'autre côté de la relation maintenant, parce que qui est l'aidant pour ce vieux ou pour cette personne désorientée? Si l'aidant est le récepteur, ben, ça va, on le prend de l'autre côté, mais on le prend du côté de la personne âgée, là, cette fois-ci. Il reconnaît plus ce proche qui était si proche. Vous savez, on a vu de l'autre côté, on l'a vu dans la diapo d'avant. Mais l'aidant, il est aussi attaché, lui, à ses souvenirs, parce que lui, il se souvient. Il connaît son histoire avec son proche. C'est toujours sa maman, son papa, son frère, sa sœur, son mari, sa femme. Et il comprend pas pourquoi alors, pourquoi tout d'un coup il est qui quoi? Cette histoire, elle s'est passée avec qui? C'est bien lui. Il le comprend plus. Il comprend plus ce proche, si proche. Il le cherche et il attend des choses de lui. Des fois juste de se sentir aimé peut-être. Il va lui demander des choses. Et alors il va essayer de dire des choses, de s'exprimer, de construire la relation. Mais une relation qui ressemble plus du tout à celle qu'il avait avant.
Alors, il a des obligations, l'aidant. Il doit, il se doit d'aider. Ah ben oui, c'est quand même maman qui m'a élevée. C'est papa qui m'a permis de faire ça. Un jour, je me suis engagée. On s'est promis de s'accompagner jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, dans l'amour, dans le bonheur ou dans la difficulté. Et c'est ce que j'ai promis quand je me suis mariée, pour le meilleur et pour le pire. Tout ça, je me sens quelque part, des fois, redevable. Alors, je vais essayer de maintenir en tant qu'aidant tout ça. Donc, je parle vraiment de tout le monde, hein, que ce soit des enfants, des parents, des maris, des femmes. Mais on a ces obligations qui nous viennent dessus, là, et que, au nom de tout ça, on a envie d'aider l'autre. Alors, on va essayer aussi de le raisonner, de l'aider. On va s'accrocher en tant qu'aidant, souvent, au rationnel. Et la maladie, Alzheimer ou autre, va des fois nous rassurer, être rassurante parce qu'au moins il y a une explication. Parce que pour les dents, tout ça, c'est quand même un sacré point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux faire pour maintenir la relation, pour la recréer autrement? Mais par contre, à partir du moment où, en tant qu'aidant, on va comprendre l'autre parce qu'il est malade, et vous savez, on en arrive à dire des choses, mais non, c'est pas la peine de lui demander parce qu'il peut plus répondre. Ah oui, on va plus lui poser de questions parce que de toute façon, il parle plus. Et du coup, là, ben, qu'est-ce qui va se passer pour la personne qui est malade, reconnue comme telle? Eh bien, qu'elle soit en tant qu'émetteur ou récepteur, elle peut craindre de disparaître pour n'être plus qu'une maladie. Et ça, ou qu'un malade ou une malade. Et c'est ça le risque, et c'est ce que Naomi Feil a essayé de pointer et de dire, mais peut-être que, là encore une fois, et si on changeait de point de vue? Certes, peut-être il y a la maladie d'Alzheimer, mais je vous propose que, là aussi, on aille chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ou à côté de la maladie. Ben, il y a une personne. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir finalement le sens derrière tout ça. Parce que tout ça, c'est bien du non-sens. Donc, la question qui va se poser derrière cette communication, c'est quel est le sens de la relation? Est-ce que le sens est dans la communication ou est-ce que le sens réside peut-être dans le fait de s'arrêter, de regarder et de s'ajuster pour pouvoir non pas aider, mais accompagner? Il s'agit bien de changer sa posture, il s'agit bien de changer de point de vue. Au lieu de se dire, mais il fait ça parce qu'il est malade, est-ce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et se mettre à côté pour peut-être faire avec et s'apercevoir que, tiens, ah oui, c'est vrai que elle met plus les couverts, allez, le couteau à droite et la fourchette à gauche et le verre devant l'assiette. Non, elle met les couverts à côté de l'assiette, peut-être tous du même côté, ou peut-être au-dessus de l'assiette. Ça fait des tables créatives, mais elle fait quelque chose. Tiens, elle est en train de mettre le couvert d'une façon créative. Mais est-ce que ce qui est important, c'est qu'elle mette le couvert comme il faut, qu'elle le mette simplement parce qu'elle fait quelque chose. Et quand elle fait ça, si je l'accompagne, eh bien, elle se sent reconnue. Donc l'approche de Naomi Feil, la validation, et on retrouve vraiment ça dans le mot valider, reconnaître que l'autre fait quelque chose, qu'il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Reconnaître que je vais pouvoir le retrouver là, qu'on peut encore faire des choses ensemble. Et ça, c'est important aussi pour les dents. Et quand je vous donne tous ces exemples, alors je vous ai dit que j'avais été aidante, mais c'est un monsieur et sa femme qui me revient en tête parce que c'était un monsieur qui venait aux formations pour les aidants que je faisais à la validation et qui, au bout de quelques séances, m'a dit, vous savez, maintenant, moi, ma femme,
Ce qui m'importe, c'est qu'elle met le couvert. Elle m'aide à mettre le couvert. Elle le met bien comme elle veut, finalement, ça n'a pas d'importance. Moi, je remets mes couverts comme c'est bien pour moi, mais ce qui est important. Et puis maintenant aussi, elle a toujours aimé repasser. Alors, je mets au sale mon bleu de travail parce que je sais qu'elle se sent vraiment à sa place et à faire quelque chose avec moi quand elle peut laver mon bleu de travail et le repasser. Et il dit avant, ben, je voulais l'aider, alors je faisais tout à sa place. Mais en fait, je me suis aperçue que ça, c'était des choses qui lui permettaient. Et du coup, on vit bien ensemble parce qu'on peut faire encore des choses ensemble. Donc, l'approche de Naomi Feil, c'est une pratique de la relation, vous voyez. J'espère que c'est ça que que vous avez un peu pressenti, qui est fondée sur ben, une attitude de l'aidant. C'est vrai que ça va partir de l'aidant. Une attitude et une écoute. L'hypothèse d'un sens, j'ai même envie d'ajouter, et Naomi Feil disait plutôt ça, c'est le pari du sens. C'est qu'il y a un sens, quoi qu'il quoi qu'il arrive. Et ça rejoint des chercheurs, dont un qui nous a dit ça depuis très très longtemps. C'est un monsieur Piaget qui a dit que le mouvement est antérieur au langage dans le développement de l'enfant. Oui, on bouge avant de parler. Et notre comportement est notre premier langage. Tout ce que nous faisons, c'est notre face. Nous nous exprimons par ce que nous faisons avant de nous exprimer avec des mots. Le bébé, vous serez d'accord avec moi qu'un bébé, à part Kirikou, il n'y en a pas qui viennent au monde en parlant. Mais par contre, ils s'expriment quand même et on sait même comprendre ce qu'ils font. Oh, puis il y en a d'autres hein, qui utilisent le langage pour s'exprimer, le langage du corps, le langage qui ne sont pas les mots. Nos chers animaux familiers. Ok. On est nombreux quand même à demander à notre chien ou à notre chat s'il a passé une bonne journée quand on rentre du travail le soir. Et pourtant, on sait bien qu'il ne va pas nous dire, ah oui, 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 j'ai passé une bonne journée, mais tu as été un peu plus long que d'habitude quand même à rentrer, hein. OK? On est bien d'accord qu'il n'y en a pas qui vont dire ça. Et pourtant, on leur parle. Et ça, c'est aussi étrange. Quand une personne a une maladie d'Alzheimer, on ne lui parle plus ou on hésite à lui parler parce qu'on pense qu'elle ne va pas comprendre ou bien on pense qu'elle ne va pas nous répondre. Eh bien, moi, je vous invite à vous rappeler que vous savez communiquer avec des êtres vivants qui ne parlent pas et que vous les comprenez. Heureusement que c'est possible pour les bébés, hein, parce que sinon, ce serait grave aussi. Puis bien pour les animaux. Donc, le pari du sens, ben, c'est revenir simplement à ce qui est au cœur de la relation. C'est-à-dire, il y a toujours un sens dans le comportement de quelqu'un. Et ce sens, il vient de la personne. C'est-à-dire, je fais des choses parce que c'est mon besoin. Ça remplit mon besoin. Je fais d'abord les choses pour moi. Et puis, ben, le troisième point important, c'est les techniques de communication. Alors, Naomi Feil, pour symboliser tout ça, elle nous propose une représentation. Elle dit, ben, en fait, ces bases-là, ces fondements, l'attitude, le sens, les techniques de communication, ben, c'est comme un trépied. Elle le représente par un triangle, mais en fait, le triangle n'est que la projection d'un trépied. Un trépied parce que c'est trois points d'appui. Vous savez que un trépied, c'est plus stable qu'une table à quatre pieds. Puis c'est surtout, c'est pour ça que les cinéastes, les réalisateurs ou les photographes ou les géomètres ou les peintres, eh ben, comme ils ont besoin de se déplacer rapidement, eh ben, ils préfèrent un trépied parce qu'un trépied, une fois qu'il est réglé, vous pouvez avoir tous les sols que vous voulez. Vous le prenez, vous le replacez, vous avez juste un pied à régler, alors que si vous aviez une table à quatre pieds, que vous voulez le bouger rapidement, il faut re-régler tout, c'est bancal, ça veut dire on va passer sur tous les quatre. Non, un trépied, les pieds ils se ramassent, on peut les remettre ailleurs. Et un trépied, c'est stable. On s'en sert aussi pour traire les vaches. C'est très stable. Donc le trépied, c'est stable et on a besoin de stabilité pour pouvoir accompagner les personnes. Et le trépied, ça permet aussi de se libérer les mains et on va pouvoir observer parce que c'est stable
et on peut mettre son œil dans l'objectif et faire des réglages et des ajustements en étant aussi pas complètement sur la personne. On va régler comme le réalisateur. On va pouvoir élargir le champ ou le rétrécir, faire des réglages, est-ce que je vois bien, et se faire une idée de ce qui se passe sur la scène qui commence à tourner avant de se précipiter pour faire quelque chose. Et ça va nous permettre d'avoir des repères, c'est-à-dire d'analyser ce qui se passe, de prendre du recul, d'analyser, c'est-à-dire aussi d'avoir des grilles d'observation. Tiens, ça me rappelle quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, de pouvoir avoir des repères aussi pour pouvoir accompagner au quotidien cette personne, pour pouvoir l'accompagner. On est passé de l'aide à l'accompagnement, c'est-à-dire que chacun est acteur dans cette relation. Chacun y a sa place. Et ça, c'est ça qui change. Il n'y a plus l'aidant qui fait tout et l'aidé qui reçoit. On revient dans quelque chose qui va être plus, allez, adulte-adulte, gagnant-gagnant, c'est comme ça. Naomi Feil, elle disait adulte-adulte, hein. On revient dans une transaction qui est plus gagnant-gagnant. Chacun va y gagner quelque chose. Et ce qu'on y gagne, c'est la relation. Ça me fait penser, tiens, tout de suite au Petit Prince. Vous savez, le Petit Prince et le renard. Il parle de ça. Ben, c'est le renard, quand il commence à parler au Petit Prince, il lui dit, s'il te plaît, apprivoise-moi. Et le Petit Prince lui dit, mais à quoi ça sert? Les gens ne savent plus ce que c'est qu'apprivoiser. Les hommes ne savent plus ce que c'est qu'apprivoiser. Apprivoiser, c'est s'asseoir l'un à côté de l'autre, puis se regarder, se rapprocher, pas trop vite, sentir. Et puis ensuite, apprivoiser, c'est créer du lien. Oui. Les gens ne savent plus ce que c'est que créer des liens. Alors, ils sont plus. Il y a des choses qui se perdent. Je vous invite à relire ce passage. Moi, je l'ai comme ça, juste des brides. Mais en tout cas, on arrivera à la fin de cette présentation sur ce que dit le renard au Petit Prince, pour finir. Alors, ce qui va être important là, c'est pour l'aidant de se poser cette question. Parce que tout va partir de lui. Mais la première chose qui doit partir de lui, c'est de prendre soin de lui. Parce que pour pouvoir aider longtemps, pour pouvoir accompagner, eh bien, il faut prendre soin de soi. Alors ça aussi, c'est compliqué, prendre soin de soi. Hier, j'étais en formation, il y a une soignante qui me disait, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, m'aider, ce qui me fait du bien, c'est d'abord d'aider l'autre. Je lui dis, oui, mais vous êtes obligé de prendre sur vous pour pouvoir aider l'autre tout le temps. Donc, prenez soin de vous d'abord. Ça commence par là. Mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas évident. Puis on peut se dire, on n'a pas le temps. Mais là, ce que dit Naomi Feil, c'est prenez ce temps. Parce que je vais reprendre un peu ce qu'on a vu au début. Quand on est aidant, moi, aidant, eh bien, je viens avec mon histoire. Mon histoire avec la personne que j'aide. Je viens avec mes attentes, mes besoins, mes manques. Je viens aussi avec tout ce qu'on m'a dit de la maladie et toute l'anticipation que je peux avoir sur le comportement de la personne que j'accompagne, que j'aide. Et tout ça, ça peut, si je prends tout ça et si je viens avec tout ça dans la relation, eh bien, c'est ce que je vais lui mettre sur le dos. C'est-à-dire qu'il va être chargé avant même où je prends cet exemple avec les soignants, mais je vais vous le dire, c'est, vous savez, le soignant qui a déposé ses enfants le matin à l'école ou à la crèche ou chez la nounou, et puis qui est un peu en retard, il est un peu à la bourre. Alors, il fait tout ça, et puis en plus, le petit dernier qui a quand même 1 an et demi, il veut tout faire tout seul. Les lacets, et c'est je fais moi tout seul, maman. Et puis, c'est vraiment pas le jour où il faut faire moi tout seul parce que moi, je suis très, très précis. Et je fais exprès, hein, là, je prends le temps. Et c'est ce jour-là où, justement, quand tout le monde est dans la voiture, eh ben, il y a des feux rouges partout. Ils se sont donné le mot, ils sont tous rouges. Et j'arrive à la maison de retraite, j'ai déposé tout le monde, j'ai eu l'impression d'en jeter certains à l'école, hein, plutôt que de les déposer. Et puis j'arrive à la maison de retraite, j'attrape ma blouse,
Et je prends la bassine d'eau et il y a dans la bassine d'eau, il y a tous les feux rouges, il y a les gamins qui veulent mettre leurs chaussures tout seuls, il y a ceux que j'ai déposés comme ça, que j'ai jetés à l'école, il y a tous les embouteillages. Et là, j'arrive et je dis, eh ben voilà, madame, allez, on va faire sa toilette. Si j'ai rien fait entre ça, entre le moment où j'arrive à la maison de retraite, même si je suis en retard, ça ne changera rien, hein. C'est pas ça qui me fera gagner du temps. Je vais être juste. Je propose une toilette musclée à Madame Durand parce que je lui propose une toilette et dans l'eau de ma toilette et dans le gant que je vais lui proposer pour lui faire sa toilette, et là je vais faire une toilette au lieu de l'accompagner pour sa toilette, eh bien il y aura tous les feux, il y aura tous les empêchements. Si je ne m'arrête pas, eh bien elle ne peut pas accepter cette toilette parce que c'est pas une toilette en fait. C'est pas un soin, c'est pas un prendre soin. C'est juste, on me balance plein de choses et c'est trop et c'est agressant. Et je vais me défendre. Alors les plus gentilles, elles vont faire ça. Non, je veux pas. En relevant le drap. Et d'autres, ils vont dire, eh ben non, sûrement pas comme ça. Et c'est vrai pour toutes les relations. Là encore, c'est pas que propre aux personnes âgées. Donc, prendre soin de soi, ben, c'est savoir ce qui est chez moi. Oui, c'est vrai, il est plus comme avant, mais qu'est-ce qui reste d'avant? Parce qu'on a quand même, toutes ces années, elles ne sont pas passées ailleurs. Donc, il va falloir que je me prépare à cette rencontre pour proposer une écoute empathique. Alors, me préparer à la rencontre, c'est revenir à soi. Et je vais vous proposer de faire ça tout de suite. Je vais vous proposer de rester assis, mais de vous installer bien tranquillement dans là où vous êtes et de poser vos pieds par terre. Je pense que vous les avez si vous êtes assis. Si vous avez envie de le faire debout, vous pouvez aussi. Et je vais vous proposer de fermer les yeux. Si vous les laissez ouverts, de les avoir ouverts, mais euh, plutôt les yeux vers le bas. Et je vous propose de sentir vos pieds sur le sol. Sentez le contact. Nos pieds, ils sont très importants. Dans un arbre, il y a des racines. Chez les hommes, il y a des pieds. Et de nos pieds, on pourrait imaginer que nous avons, c'est là que nous captons, il y a des capteurs qui vont chercher l'énergie dans le sol, mais ces capteurs, ils laissent aussi passer les tensions. Donc, ce contact-là avec les pieds, savoir est-ce que tous mes orteils sont posés sur le sol? Est-ce qu'il y en a qui ne touchent pas? Alors, il y en a deux que je dois avoir absolument le plus proche du sol, en tout cas les diriger vers le sol, c'est les deux petits orteils. Parce que ceux-là, ils sont hyper importants parce que c'est ceux qui assurent ma stabilité. C'est ceux qui me tiennent debout, assis, qui assurent ma sécurité, qui assurent mon équilibre. Et tout en sentant bien vos pieds comme ça au sol, les petits orteils bien au sol aussi, eh bien, je vous propose de remonter tranquillement au niveau de vos chevilles et de masser mentalement vos chevilles et puis de monter dans vos mollets. Si vous avez des tensions, vous les laissez partir dans vos prises de terre, vos pieds. Et puis, vous allez au niveau de vos genoux. Alors, quand on est assis, les genoux, les rotules sont un peu bloquées contre les genoux. Et vous imaginez mentalement que vous massez vos genoux, vos rotules, sur les côtés, tout autour de la rotule, mentalement. Puis vous venez dans vos cuisses. Vous pouvez contracter, serrer les cuisses et relâcher. Ça fait contracter aussi les fesses et relâcher. Et là, vous vérifiez que votre bassin est bien en équilibre sur votre chaise. Vous pouvez bouger un peu. Le bassin, c'est comme un bol. Il faut qu'il soit bien stable aussi, qu'on soit bien.
et de ce bassin part votre colonne vertébrale. Alors mentalement, vous allez masser chacune de vos vertèbres et laisser passer les tensions, les douleurs. C'est le moment de bouger un peu si vous êtes assis depuis tout à l'heure. Ça fait déjà un petit moment, donc ça peut un peu déranger. Et vous, voilà, vous vous installez pour que ce soit le plus confortable jusqu'au cervical. Bien sûr, vous avez vos bras aussi que vous placez comme c'est confortable, avec le minimum de tension, le minimum de contraction dont vous avez besoin pour simplement tenir bien. Et puis, arrivé aux dernières vertèbres cervicales, là, dans la base du crâne, vous allez imaginer que mentalement, vous massez votre cuir chevelu. Et là, je vais vous proposer, vous allez serrer vos yeux très fort. Et puis là, vous allez aussi ramener votre bouche vers votre nez et ramener tout comme ça sur le nez. On fait, vous relâchez les muscles après. C'est très bon pour, contre le vieillissement, ça. Et maintenant que vous êtes bien en contact avec votre corps, je vais vous proposer de poser une de vos mains à deux travers de doigts en dessous de votre nombril. C'est là, c'est ça qu'on appelle le centre. C'est aussi notre centre de gravité. C'est là où on est fort, où on a de la puissance parce qu'il y a tous les organes vitaux qui sont là. Et je vais vous proposer de mobiliser ce centre 3 fois à votre rythme, d'aller prendre de l'air par le nez, le laisser venir jusqu'à votre centre, alors l'air avec tout ce que ça a de bon, et vous allez souffler et imaginez que vous soufflez depuis votre centre, que l'air sort une fois qu'il a déposé à l'intérieur tout ce qui est bon pour vous. En fait, il va sortir par votre bouche que vous laissez légèrement entrouverte, mais vous imaginez qu'il sort par le ventre, ce qui fait qu'en fait, vous n'allez pas rentrer le ventre. Allez, on y va, on fait ça 3 fois de suite. Je sonorise le souffle pour vous guider, mais vous faites à votre rythme. Je prends l'air, je gonfle le ventre et je souffle par le sang. Voilà, nous sommes centrés et non pas relâchés. C'est-à-dire que je suis revenue à moi, je sais où je suis, comment je me sens, et maintenant, je peux, je suis disponible et je vais pouvoir rencontrer l'autre, trouver du sens à ce qui se fait et retrouver tout ce qui est proche de moi, cet autre que je connais bien et finalement qui est un être humain comme moi. Alors, dément peut-être, mais peut-être que finalement, le vieillissement, les pertes, ça apporte peut-être juste de la désorientation. C'est-à-dire que c'est pas sans esprit, et ça, Naomi Feil l'a bien pointé. Quand je ne vois plus très bien, quand je n'entends plus pareil, quand je peux plus bouger de la même façon, quand ce que je touche n'est plus la même chose, eh bien, je peux trouver que, tiens, tout d'un coup, ma fille, c'est pas possible. Ma fille, c'est une petite fille. Alors là, c'est maman, maman, c'est toi qui viens me voir. Ok. Et peut-être que simplement, ce dont souffrent ces personnes, c'est juste d'avoir perdu leur orientation, leur repère. Et ça, ben, si on commence à vieillir, on sait bien que les choses changent. Vous avez vu comment j'ai préparé ce webinaire au début. Je ne pouvais pas tout faire à la fois. Avant, je savais faire plein de choses à la fois, hein. Élever 5 enfants, préparer le repas tout en regardant la télé, tout en préparant un webinaire, enfin pas un webinaire, une conférence, tout en
aucun problème. Aujourd'hui, une chose, c'est pas mal. Une chose à la fois. Alors voilà, donc cet autre, ben, finalement, si je me focalise sur le sens de ce qu'il fait, bien que je pense qu'il a perdu son orientation, mais qu'il est comme moi finalement. Et c'est ce qui arrive souvent aussi parce que beaucoup d'aidants ont l'âge des personnes qu'ils accompagnent. Ça aussi, c'est important de le savoir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est tous pareils? Quelles sont les choses les éléments de la personnalité, les éléments qui constituent l'humain, qui ne vont pas disparaître avec la maladie d'Alzheimer? Est-ce que Alzheimer ne touche pas? Eh bien, Alzheimer ne touche pas aux émotions. Alzheimer ne touche pas aux besoins. Et Alzheimer n'efface pas la vie, le roman de vie que l'on a passé. Voilà. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Alors, c'est sûr qu'il est décliné, il est parlé autrement. Mais le roman de vie, c'est bien notre vie telle que nous l'avons vécue. Et vous savez très bien que on peut être plusieurs à avoir vécu le même événement. Et quand on se le raconte, c'est tentant de dire, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Mais je te dis que c'était pas vrai. Eh bien, suivant le point de vue où on se place, si c'est vrai. Et ce que nous avons vécu, nous l'avons toujours vécu à notre façon. Nos enfants, ils connaissent notre vie, mais pas toute notre vie. Il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent que ce qu'on leur a raconté. Donc, ils connaissent notre roman de vie. Notre mari, notre femme, notre conjoint, il connaît une partie de notre vie, mais il ne connaît pas tout. Et c'est ça qu'on rencontre aussi. Peut-être que la personne désorientée, eh bien, peut-être que c'est l'essence, c'est le roman de vie qui se met en scène. Peut-être tout ce qu'elle a pas su exprimer à un moment donné ou qu'elle n'a pas pu exprimer parce que c'était pas le moment. Donc, ce qui nous intéresse et ce que Naomi Feil a pointé, c'est que, ben oui, peut-être que certaines personnes ne sont pas en train de simplement de perdre la tête, mais elles ont juste pris un chemin de traverse sur lesquels elles nous attendent. D'ailleurs, on peut les rejoindre, mais elles ne peuvent pas venir dans notre réalité parce que le travail qu'elles ont à faire, c'est de mettre leur vie en ordre. Et cette vie en ordre, pour la remettre en ordre, il faut la relire, peut-être la relier même, la remettre en lien avec aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a appelé l'étape de résolution. Aller mettre de l'ordre. Et pour cette remise en ordre, ben, des fois, il faut prendre un chemin de traverse. Et je me rappelle d'une vieille dame que j'ai accompagnée qui me disait, vous savez, c'est plus facile quand on perd la tête parce que on peut faire ce qu'on veut et aller où on veut. Et j'ai appris à cheminer avec ces personnes. Elles m'ont appris aussi à oser prendre ce chemin de traverse, les rejoindre sur ce chemin de traverse. Je ne dis pas que c'est facile et encore moins quand on est aidant. Quand on est soignant, des fois, c'est plus facile, c'est sûr. Mais quand on est aidant, c'est pas facile parce qu'il y a toujours, eh bien, celui auquel on doit effectivement qu'on ne retrouvera plus comme il était. Pour un enfant, c'est pas facile de d'avoir le sentiment de perdre son parent alors qu'il est toujours là, tellement difficile. Nos parents, ils sont éternels, en tout cas, on le pense. Donc, tout ce travail n'est pas simple. Et pourtant, c'est certainement la voie de la rencontre et de la relation. Alors, pour faire ça, donc prendre le temps, comment construire cette relation, prendre le temps d'observer avec bienveillance, c'est-à-dire sans jugement, se mettre du point de vue de l'autre, aller s'asseoir à côté pour regarder la même chose que lui et observer avec bienveillance ce qui peut bien se jouer dans cette relation. Observer, oui, regarder, mais observer pour se faire une idée de ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle calibrer, vous savez, c'est comparer en fait. Qu'est-ce que j'observe? On sait bien repérer quand une personne, on a des émoticônes aujourd'hui pour savoir si la personne est triste, elle rit ou pas. Eh bien, on sait très bien les choses qu'on peut observer chez quelqu'un, les expressions. Mais ça veut dire de s'arrêter pour faire ça. Il faut être stable et il faut regarder.
Donc, observer, calibrer, faire le miroir. Je vous ai dit tout à l'heure que oui, j'ai besoin quand je parle que vous fassiez ça, parce que ça me dit que vous me suivez. Ça s'appelle du soutien, mais c'est aussi de la synchronisation. Vous êtes d'accord? On crée de l'accord. En fait, la relation, c'est ça. Observer, calibrer, faire le miroir ou se synchroniser, reformuler. Enfin bref, c'est créer de l'accord. C'est ça la relation. C'est s'accorder. Comme on accorde des instruments avant de commencer une symphonie. S'approcher. Oui, s'apprivoiser. S'approcher. Repérer la bonne proximité. Ne pas s'approcher trop vite. S'apprivoiser. Rappelez-vous du renard dans Le Petit Prince. Et puis, ensuite, bah, si on ne comprend pas, plutôt que de faire des interprétations, bah, il vaut mieux questionner. Ah oui, ça s'est passé quand? C'était où? Hier, j'ai rencontré une vieille dame de 94 ans. Elle était dans un EHPAD. J'ai envie de vous en parler parce que c'était tellement fort. Ça a duré 7 minutes. Dans un EHPAD, et elle avait il y avait des soignants qui disaient non, c'est pas possible. Il doit se passer quelque chose. On comprend pas, mais et elle était sur le point de se retrouver, qu'on entend souvent, en psychiatrie parce qu'elle faisait des choses tellement incompréhensibles. Elle disait tout le temps qu'on la volait. On lui volait tout. On lui volait tout et c'était toujours des gens qui venaient. Et quand je suis allée la voir, elle dit, on vient me voler. C'est elle. Elle vient avec ses deux gosses. Oui. Donc il y a des hommes, des femmes. Non, une femme et deux garçons. Elle avec ses gosses. C'est Jacqueline. Elle vient avec ses gosses et elle vient me voler. Et elle vient tout le temps. Et ça fait longtemps qu'elle vient. Ah oui, elle vient depuis qu'on était chez mon père. J'avais 7 ans quand on était dans le café. Elle venait, puis vous savez, elle buvait. Elle était tout le temps saoule. Et il y a un moment où elle est plus venue. Oui, quand mon père est mort. Et elle a commencé à venir quand? Donc, vous voyez, on n'était plus dans l'EHPAD, là. On était reparti, elle avait 7 ans. Elle est arrivée quand ma maman est morte, c'est ça qu'elle m'a dit, en 1938, 37. J'irai pas plus loin. Mais tout le monde pensait que, en fait, elle accusait les soignants de la voler, qu'elle prenait tout, qu'elle venait toutes les nuits, que la dame délirait, que elle était juste folle. En fait, non. Elle était probablement en train de revisiter tout ce qu'elle avait fait. Elle s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est en maison de retraite. Tout ce qu'elle a fait. Et quand je lui ai dit, mais comment on fait quand on perd sa maman à 7 ans pour arriver jusque-là où vous êtes aujourd'hui? Et là, elle me dit, ma sœur aînée m'a aidée. Vous savez, c'était ma deuxième maman. Et on apprend dans son histoire que sa sœur aînée est morte il y a à peu près 6 mois. Et bizarrement, elle a commencé à voir des gens qui venaient la voler il y a 6 mois. Personne ne le sait. Il n'y a pas beaucoup de familles pour raconter ça. Bien sûr, des neveux et nièces qui s'en occupent, qui n'ont pas voulu qu'elle aille en psychiatrie. Mais juste des soignants qui disaient non, elle n'est pas psychiatrique, ça a du sens, mais nous, on ne sait juste pas comment faire pour le trouver. Donc, ils étaient en formation, ça tombe bien, hein. Mais voilà, en tout cas, je reviens sur cette diapo. Poser des questions. On ne sait pas où ils sont. Et ça ne peut qu'être en posant des questions qu'on saura où ils sont. Alors, c'est bien là où peut-être ce qui se passe avec ces personnes, et ce que je vous propose, c'est de retrouver du sens à cheminer avec ce proche, en dépit de l'apparent non-sens de son comportement. Alors, un sens singulier, oui, le sens de la relation singulière qui donne envie de maintenir cette relation, rencontrer l'autre. Ce sont des photos de soignants, mais je vous assure que c'est pareil que les aidants, hein. Et puis, vous voyez, ces personnes, elles ont l'air d'être aussi bien ensemble. Elles communiquent aussi. Elles sont en relation. Extraordinaire. Un sens
collectif, plutôt que de voir ces personnes comme des malades, eh bien se rappeler que ce sont des personnes qui ont un vécu. Ce sens collectif, c'est nous rappeler le respect des libertés, de la solidarité, de la défense des droits, toutes ces questions qui sont fondamentales pour préserver le lien social, qui est le cœur de notre relation aussi, de nos relations. Et puis enfin, peut-être ces vieux nous permettront de trouver un peu de sens simplement à la vie, à l'existence, parce que c'est vrai que si on regarde quand même, c'est un peu bizarre de naître pour mourir. Si ça se résume qu'à ça, je pense que ces vieux-là, ils sont là pour nous rappeler que ça a du sens, la vie. Et en conclusion, je dirais que la validation, elle peut peut-être contribuer dans sa pratique avec les aidants familiaux ou les aidants professionnels à maintenir une relation vivante avec cette personne vieille et désorientée, et puis à préserver, à cultiver la qualité de vie de l'aidant comme de celui qui est aidé. Et je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu de la fille d'une dame. Il date de très longtemps. Elle m'a écrit ça un 29 mai 2000. Allez, c'était 2000 quelque chose, peut-être 2002. Ça fait longtemps, mais je ne l'ai jamais oublié. Elle était journaliste, cette dame. Elle a écrit ça, elle nous a envoyé ça après le décès de sa maman. Et ça a commencé comme ça. C'est le 2 août dernier que ma mère s'éteignait en paix dans son petit chez elle, qu'elle habitait depuis 7 ans, son visage tout près, tourné vers le mien, sa main à l'intérieur de mes deux mains. Elle avait atteint ses 86 ans. Dans son dernier parcours, stimulée par les bienfaits de la validation, c'est elle qui l'écrit, hein, elle avait retrouvé un épanouissement qui lui a ouvert les portes d'une sérénité durable et lucide. Lucide, oui, car au-delà de sa désorientation, ce qui importait pour ma mère, c'était de goûter et savourer le temps dans ce qu'il avait de meilleur. Par exemple, son visage s'éclairait souvent d'un doux sourire et elle aimait faire un compliment à l'une ou l'autre des soignantes sur la beauté de leurs traits ou l'élégance de leur tenue. Souvent, ces quelques mots étaient accompagnés d'une caresse de la main. Ce qui m'a été permis d'observer et qui m'a ému dans le comportement de ma mère, c'est le surgissement de cette nouvelle liberté qui a organisé sa vie autour de valeurs qui étaient siennes depuis toujours. La beauté, l'élégance, le respect de soi et des autres, la dignité, l'intimité, l'indépendance, l'amour. Ils étaient exprimés, bien sûr, dans un champ réduit. Et quand est survenu l'instant où ma mère a basculé dans le vouvoiement en m'adressant la parole, j'ai trouvé dans les observations retenues le sens de cet apparent éloignement. Pour ma mère, j'étais devenue la personne qu'elle aimait entre toutes, dont elle aimait la compagnie, attendait la venue, recherchait la présence. Elle m'accueillait souvent quand je pénétrais dans sa chambre par justement, je pensais à vous, accompagné de chaleureux baisers. Notre échange était léger au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il allait à l'essence même de ce qui fait la relation, être présente l'une à l'autre dans la plénitude de l'ici et maintenant. Plus de soucis de la mère pour la fille, plus d'angoisse et de chagrin de l'enfant adulte pour sa mère en fin de vie. Un présent qui avait un goût d'éternité. Ma mère devenait la femme que j'admirais et que j'aimais, devenait celle qui me révélait ce qu'elle m'avait transmis et qu'à mon tour, sans même le savoir, je transmets à ma fille. C'est l'expression de toute sa force qui se manifestait dans une dimension que j'oserais nommer dimension spirituelle. Quand l'âge avance, avec son lot de turbulences, l'amour peut toujours s'exprimer au fil du temps. À vous toutes
et à vous tous. Merci. Voilà. Et ça, c'est donc Madeleine Canafer qui a écrit ça en parlant de sa maman, Madame Nico. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne fin de journée. On espère à très bientôt. Au revoir.